traditionnellement, c'est un sous-phénomène inclus dans le phénomène OVNI. Quand on ne parle plus d'OVNI maintenant, on parle du phénomène OVNI en général. Et comme il y a eu au début, dans le dossier des OVNI, quand on remarquait les ovnis qui se posaient, qui atterrissaient, on a remarqué qu'il y avait des humanoïdes qui en sortaient. Et puis après ça, que ces humanoïdes, quelle que soit leur apparence était très variée. Au début, ils avaient leur casque, leur masque à oxygène et tout, semblaient prélever des échantillons de la nature, la lavande dans le champ de M. Maurice Mas ou de la terre dans certains cas, que ces humanoïdes ou ces extraterrestres, tout ça entre guillemets, agressaient quelquefois les témoins, leur faisaient peur. Et puis après ça, ils ne se sont pas contentés d'apparaître. Ils ont commencé à enlever les gens. Et enlever les gens, la plupart à leur insu, puisque, bon, vous connaissez bien le phénomène des enlèvements, je ne vais pas vous le décrire, mais au début, toujours, le phénomène enlèvement était relié à l'OVNI, parce que le sujet disait que le phénomène avait commencé par l'observation d'une petite sphère lumineuse, une boule lumineuse, et qui, quelquefois, devenait un phénomène beaucoup plus gros, mais il y avait toujours un rapport. Puis maintenant, nous avons des tas d'enlèvements sans OVNI. De même que nous avons dans le dossier des NDE, avant on vous disait que les NDE étaient par définition, maintenant on les appelle les expériences de mort imminente, c'était les gens qui étaient dans des états de coma dépassé, qui frôlaient la mort, qui même étaient morts et étaient revenus, enfin on ne peut jamais mourir et revenir, mais enfin il semblait. Et bien maintenant, vous avez toutes sortes de gens qui présentent des EMI et qui n'ont jamais été ni dans un coma profond, ni récupérés après un accident de voiture. Vous avez des gens qui font des EMI spontanés sur leur chaise, en lisant, je ne dirais pas leur Tintin, mais enfin voilà. Et là, vous avez les enlèvements maintenant sans OVNI. Pour l'histoire, ça semble être né aux États-Unis parce que c'est là où les cas ont été documentés. Il ne faut pas oublier que la communauté des ufologues aux États-Unis dans les années 50, étaient très motivés, très nombreux, très actifs. Il y avait un petit noyau qui a commencé en France, mais c'était rien. Nous étions des débutants en quelques revues, fort bonnes par rapport aux petites revues ufologiques de maintenant. Mais nous étions des plaisantins. Donc, un phénomène, on le prend en considération à partir où il y a des attestations de ce phénomène. Mais ce n'est pas parce qu'un phénomène n'est pas attesté qu'il ne se produit pas. À titre de plaisanterie, on vous dira, enfin c'est pas une plaisanterie drôle, mais on parle maintenant, c'est la grande mode de parler d'abus sexuels, parce que maintenant on travaille, la parole se libère, mais il y a des pays où on ne parle jamais d'abus sexuels sur les enfants, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a des pays où la parole est étranglée. Même chose, on a vu encore même chose pour le phénomène des NDE, le phénomène OVNI. Les NDE existaient depuis pas mal de temps, puisque sous le manteau, certaines infirmières étaient au courant, mais on ne parlait pas du dossier, c'était trop fou. Puis c'est quand il y a eu trop de témoignages que le phénomène est apparu, et puis il y a eu les livres de Moody, etc. Même chose pour les enlèvements, quelques cas sous le manteau, gardés bien clandestinement, un seul livre au début, le livre de John Fuller sur l'abduction de Betty et Barney Hill, mais tout ça est assez secret. Assez secret, je veux dire. Et même, regardez ce qui est drôle, les détails les plus sulfureux qui abondent maintenant, je ne sais pas si je peux parler un petit peu cru sur cette station, parce que quelquefois, avec les ovnis, on rentre dans des sujets très hard et très hot. Le dossier de Betty et Barney Hill présentait évidemment le cas, enfin évidemment, de prise d'échantillons de sperme chez Barney, mais ce détail était censuré, c'était trop gros pour qu'il puisse paraître. Maintenant, il n'y a plus un cas d'enlèvement sans que les gens vous disent, les hommes vous disent pratiquement, ils m'ont pris mon sperme, etc. Et pour vous donner un exemple, toujours on n'est pas bégueule, mais hier à ma table, il y a un abducté qui est venu me voir, un abducté potentiel. Moi, comme j'ai l'habitude de travailler avec ces gens-là, je pose des questions avec des pincettes et surtout, je n'évoque rien, même quand ils ne sont pas sous hypnose, pour ne pas induire leur récit d'une façon différente. Mais il se trouve qu'à côté de moi, il y avait une
scientifique, qui, elle, brute de décoffrage, demande à ce malheureux garçon, est-ce que vous avez été agressé sexuellement? Et au stupeur, ce type que je n'ai jamais vu, jusqu'à plus ample informé, je suis une femme quand même, enfin j'ai bien, me répond à moi, parce qu'il n'y a que moi qui voulais regarder. L'autre, il n'intéressait pas. Il me dit, oh oui, c'est épouvantable, je suis tout le temps sodomisée. Ça commence comme une caresse, très désagréable dans mon dos, parce que je ne supporte pas une caresse sur mon dos, et hop, la pénétration. Je ne suis pas bégueule, mais je dois avouer qu'un homme qu'on n'a jamais vu, qui vous raconte ça de but en blanc, même moi qui en entends toutes les couleurs, j'ai fait une bulle, quoi. D'abord, moi, je crois que le phénomène a évolué, ça c'est incontestable, mais déjà le début. Le début, c'est-à-dire dans les années 80, qui pour moi, entre 80 et 90, c'était la bonne époque pour travailler sur les abductions. Maintenant, c'est plus possible, tout est pollué par Internet, par les croyances New Age, par des choses absolument extravagantes. Mais déjà, à la bonne époque, où le dossier circulait peu, très peu, j'avais été frappée par la différence du vécu en fonction des mentalités. Le peuple américain est fondamentalement pudibond. Il est chrétien, vous savez, le mouvement Newborn, etc. L'enlèvement est vécu comme une agression sexuelle. Tout est vécu en termes de culpabilité épouvantable. Vous allez au Brésil, où la sexualité est beaucoup plus saine, débridée, païenne, etc. Ben, les parties de jambes en l'air avec les aliens sont beaucoup plus gaies, beaucoup moins traumatisantes. Alors il faut quand même se poser des questions quand même sur l'influence de la culture et sa façon de véhiculer l'expression du phénomène. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils sont enlevés en même temps, bon, d'ailleurs le cas fondateur, Betty et Barney Hill, ils sont enlevés ensemble. Leur hypnose est faite séparément, ils n'ont aucun souvenir conscient. Et sous hypnose, ils accouchent du même scénario qu'ils n'avaient jamais évoqué, parce que par définition, quand ils vivent, ils ne sont pas sous hypnose. En vie consciente, ils n'ont pas de souvenir, ils ne peuvent rien évoquer. Et chacun sous hypnose va raconter exactement la même chose. Mais un psychologue américain, John Carpenter, a relevé à peu près 250 cas d'enlèvement collectif. Et quand je dis enlèvement collectif, quelquefois vous avez 5 ou 6 personnes ensemble. Mais maintenant, vous avez des cas où le sujet vous dit que quand il rentre dans l'OVNI, quelquefois il est raflé avec une soixantaine de personnes. C'est vraiment peut-être pas la rafle du Veldiv, mais presque. Hein. Et que dans l'OVNI, il y en a 2000. Bon, alors, dans certains cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que quelques abductés qui ont été abductés ensemble présentent, c'est assez rare, hein, je suis obligée de mettre ce bémol, présentent exactement les mêmes marques sur le corps. Alors ça c'est très intéressant parce que les marques sur le corps sont très diverses. Hein. On parle toujours des cicatrices, des scoop marks. Non, il y a des marques beaucoup plus bénignes. Le cas de Jason dont je parlais, quand on le retrouve, en général, il a des marques de ligature au poignet. Sa mère aussi. On a eu beaucoup de cas comme ça, comme s'ils avaient été menottés, enfin c'est enchaînés, c'est tout à fait extraordinaire. Ces 6 abductés dont je vous parle, tout ce qui vient, je crois que c'est du Maine, ont exactement les mêmes marques qui sont des scoop marks en triangle au même endroit du corps. C'est quand même assez rigolo de voir des gens, 6 personnes, qui ont un missing time au même moment et qui présentent les mêmes marques aux mêmes endroits. Alors évidemment, on peut toujours invoquer une gigantesque mise en scène, mais dans ces cas-là, les témoins sont suffisamment traumatisés, c'est pas eux qui font les canulars, c'est pas ces gens-là qui font les canulars ou les impostures. Bon, il y en a d'autres qui montent des coups. Enfin, parmi les faux abductés, ils sont légion. Moi, je suis contactée par des gens aux croyances extravagantes. Vous savez que le folkloriste Bullard a déterminé les 7 étapes de l'enlèvement, qu'il a découpé en tranches comme Moody avait découpé en tranches les NDE pour faire un scénario archétypal. Moi, dès le début, j'ai démontré que l'évolution du scénario faisait que certains épisodes n'apparaissaient plus. N'apparaît plus que par exemple, surtout évidemment la capture. On ne peut pas avoir d'enlèvement sans capture. Et l'examen médical et le retour. Mais
toutes ces choses que j'adorais, parce que moi j'adore les contacter, des années 50, tous les grands voyages galactiques vers des planètes cristallines. On n'a plus ça, c'est très très rare. Ou alors chez des gens très douteux. Vous avez des témoignages maintenant des gens qui sont vraiment des rats de laboratoire. On joue avec leurs organes sexuels ou même on leur fait des petits prélèvements de gencives, de cheveux, de n'importe quoi. On leur fait des manipulations psychiques tout à fait extraordinaires. Soit les gens qui présentent des traumatismes, des comportements phobiques, etc. Soit des gens qui rapportent des éléments positifs, c'est-à-dire des dons. Moi, je cite toujours le cas qui m'a le plus frappé, c'est devenu presque un ami, d'un chauffeur de taxi portoricain, chauffeur d'autobus portoricain que j'ai rencontré à Los Angeles par l'intermédiaire de support group d'abductés. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être chauffeur de bus portoricain à Los Angeles. C'est vraiment la souligne de l'humanité. Il a une accélération du cerveau qui n'est pas possible. Il a fait des études de mathématiques, il enseigne les mathématiques. Il enseigne les mathématiques 6 ans après. Enseigner les mathématiques. Bon, moi je ne connais qu'un cas qui n'est pas du tout un enlevé. C'est un cas de surdoué très 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 connu. Je suis désolée, son nom m'échappe. C'était un berger qui était totalement inculte, qui au moment du recensement du service militaire a frappé l'armée par son éveil, son intelligence. Passé 3 doctorats en 2 ans. Un simple berger. Pour une fois, l'armée a fait quand même œuvre pie. Hein. C'est simplement en se faisant recenser qu'on a découvert cette intelligence extraordinaire. Lui, c'était un surdoué. Et vous avez quand même des cas où vous avez des accélérations du cerveau. Vous avez des cas où vous n'avez rien du tout. Alors, quand vous n'avez rien du tout, c'est difficile. Vous êtes obligé de faire confiance au sujet. C'est toujours très ennuyeux de faire confiance au sujet. Avant, on pouvait, parce que c'était tellement insolite et peu connu ce qu'il disait, et des gens qui ne se connaissent pas vous racontent tous la même histoire. On est à même de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Tandis que maintenant, ces gens qui racontent la même histoire, ils l'ont lu 100 fois. Ils l'ont lu sur Internet, ils ont vu X-Files, etc. C'est beaucoup plus difficile. Moi, je reconnais que c'est beaucoup plus difficile. Alors moi, il se trouve que je connais bien Linda, c'est une bonne amie. Je l'aime beaucoup. Alors Linda, elle me frappe par son équilibre, parce qu'on ne connaît que les grandes lignes du détail du dossier de Linda Cortillet. Moi, il se trouve que j'ai publié son cas, d'ailleurs dans Paris Match, 91 ou 90, personne ne savait, même aux États-Unis. Bon. C'était la première couche, et Budd a continué à faire une enquête absolument hallucinante. Il a beaucoup d'opposants, Budd. Il semblerait qu'il y ait maintenant 27 témoins à l'enlèvement de Linda Cortillet. C'est quand même beaucoup. Budd se réfère toujours à un personnage que j'ai rencontré, qu'il ne nomme pas, qu'il appelle toujours le third man, le troisième homme, Pérez de Cuéllar. Il se trouve que j'ai eu connaissance d'une lettre qu'un de mes oncles a envoyée à Pérez de Cuéllar, qui s'intéresse au dossier OVNI de très près, qui est un personnage politique de la plus... oui, d'une certaine importance, pas de la plus haute, mais d'une certaine importance. Bon. Envoie une lettre hypocrite à Linda Cortillet, à Pérez de Cuéllar, en lui disant « Cher ami, je tiens à vous féliciter de votre discours. » Il était parti faire un discours, je ne sais plus où, hein. Il était à l'ONU à l'époque. Mais détail important, Pérez de Cuéllar voulait être élu président du Pérou. Il se présentait à la présidence de la République. Donc il lui fait toutes sortes de félicitations. By the way, je vous transmets toutes les amitiés de votre amie, la Dame des Sables. Qui est la Dame des Sables? C'est le surnom de Linda Cortillet, parce qu'il est arrivé toutes sortes d'aventures sur une plage avec du sable, etc. Pérez de Cuéllar répond, je suis très sensible à votre lettre de félicitations, que vous avez aimé mon discours, etc. Pas un mot sur Linda. Je suis désolée, vous envoyez une lettre à quelqu'un en lui disant, quelqu'un que vous connaissez bien sûr, pas un inconnu, je vous transmets toutes les amitiés de notre amie commune, Madame Machin. Ben, vous direz, Madame Machin, je ne connais pas, qui est-ce? Bon, on ne peut pas dire qui ne dit mot consent, mais on a envie de dire un peu qui ne dit mot consent.
Alors, le cas de Linda est beaucoup plus spectaculaire parce que elle a été poursuivie par les deux gardes du corps qui se faisaient passer pour des policiers. Enfin, tout le dossier est très compliqué, qui ont voulu l'enlever, persuadés que c'était une extraterrestre. Parce que pour avoir pu sortir par la fenêtre et rentrer dans l'OVNI, qui après ça s'est envolé et a plongé dans l'Hudson, aucun humain ne peut supporter ça. Alors ils ont eu cette idée absolument extraordinaire, ils la capturent, ils l'enlèvent et ils lui comptent ses orteils. Parce que pour ces gens-là, si vous avez 6 orteils, vous êtes extraterrestre. Linda n'a que 5 orteils, elle est un peu gênée du peu, mais c'est comme ça que ça se passe. Et les aventures continuent à n'en plus finir. Il faudrait d'ailleurs recommander à vos lecteurs, pour ça il faut lire l'anglais, de lire le livre ahurissant que Bud a consacré à l'affaire de Linda Cortillet. Il n'est pas traduit en français, je vais essayer de le faire traduire, il s'appelle Witnessed. Parce que ce dossier, on ne peut pas le résumer. Le bouquin de Bud est comme ça. Moi qui connais Linda, j'en connais d'autres épisodes qui sont quand même ahurissants. Pourquoi est-ce que Linda Cortillet, qui est une femme, même si c'est une jolie femme, pleine d'humour et qui a toutes sortes de vertus exquises, devait être reçue par le pape, a été reçue par le premier cardinal américain. Qu'est-ce que le premier cardinal américain a à faire de voir Madame Linda Cortillet sous prétexte qu'elle était enlevée par les extraterrestres? Voyons. Il y a quand même toutes sortes de choses très 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 bizarres dans le dossier de Linda, qui garde un équilibre parce qu'elle a été menacée de mort à un moment. D'ailleurs, elle-même était armée d'ailleurs. Elle-même était armée. Et on s'aperçoit que tous les gens qui sont autour d'elle ont été enlevés. Pérez de Couillard a été enlevé avec elle, il l'aurait même vu en pyjama. Les gardes du corps de Linda aussi. Enfin, il se passe des choses dans les ovnis, c'est fou ce que les gens se rencontrent, d'ailleurs procréent. Il se passe des choses absolument extraordinaires. Je ne veux pas déflorer en 2 mots l'affaire de Linda. Je suis désolée de vous le dire parce que c'est tellement compliqué qu'en quelques lignes, une chape n'y trouverait pas ses petits. Alors, où je parle 6 heures, mais vous verrez quand vous lirez le livre, c'est absolument fascinant, lisez-le. Ça tient du polar, de la science-fiction, vous avez tous les ingrédients réunis. Et je précise que même si je ne suis pas du tout d'accord avec toutes ces théories, je respecte énormément le travail de Hopkins, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup vu comment il travaillait, j'ai vu le respect qu'il a des abductés, le fait qu'il n'intervient jamais, il n'essaye jamais d'infléchir le récit de l'abducté sous hypnose pour que ça corrobore ses hypothèses, mais comme par hasard quand même. Tous les abductés de Bud Hopkins correspondent au schéma de Bud Hopkins. Tous les abductés régressés par John Mack correspondent au schéma mis au point par John Mack. Et tous les malheureux abductés régressés par David Jacobs, ça c'est le pire. Si vous vous faites enlever, n'allez pas vous faire... j'espère que j'ai le droit de faire un peu d'humour, n'allez pas vous faire hypnotiser par David Jacobs. Je vous cite un exemple quand même. C'est le cas de Alice Haggerty. C'est le cas de Alice Haggerty, que je connais bien. Alice Haggerty, c'est une des rares femmes au début de la quête sur les implants qui a accepté de prêter son cerveau à la science, étant donné qu'un scan de son cerveau faisait état d'une masse blanche tout à fait bizarre. Son cerveau a été prêté à la science par l'intermédiaire du célèbre Whitley Strieber, vous devez voir qui est, l'auteur de Communion, qui était persuadé qu'il avait un implant, dont le scan du cerveau présentait des anomalies tout à fait inexplicables, et qui s'est dit, pour asseoir le dossier, il ne faut pas que je sois le seul, il faut que je trouve des gens. Bon, et il y avait donc Alice Haggerty. Alice Haggerty, son histoire est extravagante, une enfant très malheureuse, c'est important, hein, pas aimée, qui un jour tombe très malade, tellement gravement malade qu'elle est à l'article de la mort, mais ses parents font partie d'une de ces innombrables sectes qui interdisent l'intervention des médecins. Si tu es malade, tu dois mourir, Dieu le veut, etc. Le médecin leur dit il faut hospitaliser Alice, elle va mourir. Pas question, c'est la volonté de Dieu. Or, Alice était visitée depuis qu'elle était petite. On n'avait pas le droit de parler de ça, parce que quand on la parlait, on la traitait de menteuse.
On l'a giflée, on l'a battue. Donc, elle a compris qu'elle ne devait pas parler de ses visites. Et les visites de la petite fille étaient tout à fait étonnantes, parce que ça n'était jamais visité par des aliens, c'était visité par des anges. Et un jour, un ange est venu. Si j'avais su, je vous aurais amené. Non, je n'ai pas le dessin sur moi. Et elle a été visitée par un ange qui l'a amenée dans une espèce de hangar métallique. Elle a été opérée. Elle se retrouve dans son lit et elle appelle sa mère. Elle a faim. Personne ne comprend. Et là, j'ai le témoignage du médecin. La gamine était subclaquante, comme on dit élégamment. Elle n'avait que pour un jour ou deux à vivre. Elle ne s'alimentait plus. Pas le méthode de perfusion. Bon. Alice Haggerty vivait très bien ces enlèvements, qui étaient un refuge, une consolation de cette vie où elle n'était pas aimée. Tombe sur M. Jacobs, qui lui dit « Ne croyez pas que vous êtes enlevé par les anges, vous êtes enlevé par des épouvantables aliens qui vont vous... par les épouvantables aliens qui vont vous torturer, vous martyriser, etc. » Et effectivement, à partir du moment où Alice passe dans les mains du docteur Jacobs, elle me le dit, je l'ai publié, ces enlèvements sont devenus intolérables. Elle vivait bien, avec des expériences bénéfiques, de petites filles enlevées par les anges, et d'un seul coup, elle vit quelque chose de traumatisant. Vous, sous hypnose, vous torturez, enfin vous fouillez quelqu'un, vous finissez par avoir un petit peu ce que vous voulez. Hein. Moi, ça me rappelle un peu les procès de l'Inquisition au Moyen-Âge. Moi, je crois que c'est quelque chose qui a toujours existé. Ça, c'est un langage que Bud Hopkins ne me pardonne pas de tenir, parce que pour lui, c'est... Bon. L'homme a toujours un rapport avec l'invisible, et surtout moi qui voyage beaucoup, j'ai toujours vu, comme dans les différentes cultures où je passais, ce contact avec ce que nous appelons les E.T. est tout à fait normal, est toujours vécu. Il est complètement censuré dans notre société occidentale qui vit dans la dictature de la pensée positive et du scientisme. Mais finalement, on retrouve des relents, eh bien, pour notre tradition, disons de la tradition chrétienne, des anges et des mauvais anges. Il y a les gentils aliens, les bons aliens, il y a les méchants anges. Je crois que c'est un phénomène qui a toujours existé, mais il y a une prise de conscience de l'époque qui est quand même très perturbée. Maintenant, et il y a des ouvertures de perception. Il y a beaucoup plus de gens maintenant qui voient qu'auparavant. Nous avons eu un interdit sur les représentations du monde invisible, un interdit culturel, et nous avons obéi, parce que qu'est-ce que c'est que la réalité? C'est le fruit d'un consensus social que nous acceptons. Ceci est réel et ceci n'est pas réel. De quel droit définissons la réalité? La science ne cesse d'ouvrir les bornes de la réalité. Regardez pourquoi est-ce que l'astronomie s'est tellement développée. Avant, nous étions limités à l'observation avec des lunettes, on était limité à l'observation du visible et on était limité simplement au grossissement. Et puis on a commencé à observer ce qui n'était pas observable, c'est-à-dire du côté des infrarouges et du côté des ultraviolets. Et alors, est-ce que c'est du réel ou est-ce que ce n'est pas réel? Est-ce que notre réalité se limite à l'étroite bande du spectre électromagnétique qui est perceptible à nos organes des sens? On sait très bien, depuis tout temps, même les Romains le savaient, que les chiens ont une perception auditive que nous ne possédons pas. Je dis les chiens parce que c'est l'animal qui nous est le plus familier. On peut parler d'autres animaux. Ils perçoivent ce qui pour nous est des ultrasons qui dépassent le seuil de l'audible pour l'oreille humaine, mais qui est perceptible pour l'oreille du chien. De temps en temps, vous voyez les chiens se réveiller, entendre des choses que nous ne percevons pas. Alors, notre réel serait plus petit que le réel des chiens? Regardez dans le cas de la vague belge. La vague belge, c'est quand même fabuleux. Vous avez deux témoins qui sont ensemble, dans la même rue. L'un lève la tête et voit un ovni gigantesque qui est quelques mètres au-dessus du toit des maisons. J'ai un témoignage comme ça d'un couple. Et la femme ne le voit pas. Le mari est là avec son petit attaché-case, il va prendre la voiture au garage, il voit le machin, sa femme ne le voit pas. Il faut quand même réfléchir à ces notions-là.